Le président de la CENI s'est entretenu ce jour avec les associations des jeunes venus s'informer sur les processus électoraux 2013-2016. Sa première interview, lui, Alphonse Koyagalo, l'a accordé à Antenne A. Le gouverneur de l'Équateur remercie les Congolais et le président de la République. Duel au sommet dont la Ligne Foot demain à Kinshasa. The Club croise le fer avec Daring Club Motema Pembe et à Lubumbashi. Saint-Éloi Lupopo va à l'assaut du tout-puissant Mazembe. Antenne A, le journal John Gombois. Madame, Monsieur, bonsoir et surtout merci de vous joindre à nous pour le rendez-vous de l'actualité sur Antenne A. Ouverture ce samedi au Grand Hôtel Kinshasa du 32e Conseil des ministres du marché commun de l'Afrique australe et orientale, comme ça, autour du thème consolider les commerces à travers le développement des PME. Raymond Tshibanda, ministre congolais des Affaires étrangères, a officiellement ouvert ses assises et du coup, il a pris la présidence du Conseil des ministres de cette organisation qui était assurée jusque-là par Amelia Kabande, ministre ougandais du Commerce. Nous y reviendrons avec images dans nos prochaines éditions. Le vendredi 21 février 2014, c'était hier, c'est aussi hier que s'est clôturée la session extraordinaire de la conférence panafricaine de l'Union des postes par le représentant du Premier ministre Kinkei Mulumba Trifon, qui est lui-même, vous le savez, ministre des PT-MTIC. Les conférenciers présents à ces assises sont déclarés satisfaits de la manière dont cette conférence a été organisée. Reportage de Patricia Bassois et Blaise Lunda. 43 États membres ont participé à cette session extraordinaire du comité administratif et technique de l'Union panafricaine des postes qui a débuté le 18 février dernier à Kinshasa. Le secrétaire général de ces assises, Younous Djibrin, s'est félicité du déroulement de ces assises du point de vue logistique. Ces assises ont été nombreuses et qui ont embrassé l'ensemble de l'activité postale, allant du domaine réglementaire et institutionnel aux stratégies de mise en œuvre en passant par l'identification de ce qu'il convient de faire en matière d'amélioration de la qualité des services, en matière d'innovation pour les produits nouveaux. Le ministre du PTMTIC, Trifon Kike Mulumba, a par contre remercié tous les chefs de délégation de l'attention accordée à cette session qui restera gravée dans le calendrier de l'UPAP. Le gouvernement de la République ont été honorés par le choix qui a été porté à ces pays. Et j'ai eu à remercier l'Union panafricaine des postes, j'ai eu à remercier le conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes, j'ai eu à remercier le secrétaire général pour ce choix. Avant la tenue d'une nouvelle session des comités administratifs et techniques de l'Union de postes qui aura lieu du 14 au 15 octobre 2014 en Côte d'Ivoire, ces chefs de délégation devront mettre en pratique toutes les techniques acquises au sein de cette conférence qui a été une grande réussite. En séjour en République démocratique du Congo, une délégation du Fonds monétaire international s'est déplacée aujourd'hui pour Lubumbashi. Hier, cette délégation a été reçue par le Premier ministre dans le cadre des consultations au titre de l'article 4 des statuts de cette institution. Reportage de Jean-Louis Miersekama. L'étape de Kinshasa pour la délégation du FMI conduite par Norbert Toé est terminée. Les conclusions sont transmises au Premier ministre. Nous sommes venus lui rendre compte des discussions sur les statistiques. Aujourd'hui, nous sommes venus rendre compte au Premier ministre l'état de nos discussions. Comme vous le savez, vous êtes de la presse, il y a eu une conférence de presse au ministère des Finances. Et justement, au sujet de la conférence de presse, il faut savoir qu'il n'est pas encore question d'un nouveau programme avec le Fonds monétaire international. Plutôt question de la conjoncture et des statistiques. Le gouvernement a mené au cours des dernières périodes des efforts encourageants qui ont permis
non seulement de stabiliser la monnaie nationale, mais aussi d'accélérer la croissance qui est passée de 7,2% en 2012 à 8,5% en 2013. La préservation de la stabilité macroéconomique devrait demeurer un objectif essentiel de l'action du gouvernement, étant donné qu'elle constitue le socle d'une croissance inclusive et d'une amélioration durable des conditions de vie des populations. Les vœux et souhaits du gouvernement et du FMI est que l'on passe à une croissance inclusive, c'est-à-dire une croissance bénéfique pour toute la population congolaise. Nous l'annoncions au sommaire, le président de la CENI et l'ensemble du bureau ont échangé ce samedi 22 février avec les associations de jeunes autour du processus électoral 2013-2016. De 97, le Congo-Kinshasa compte actuellement 601 communes, 61 communes, je voulais dire, 6674 groupements, etc. La CENI envisage d'abord d'organiser le scrutin au niveau municipal, urbain et local. Eric Isami pour le reportage. Avec les associations de jeunes, le bureau de la CENI a échangé samedi autour de la feuille de route du processus électoral 2013-2016. L'abbé président Malou Malou a d'abord, au nom de cette institution d'appui à la démocratie, tenu à fixer l'opinion que c'est seule la CENI qui est habilitée à décider sur le calendrier électoral après avoir écouté les uns et les autres. Et que ces différentes contributions peuvent permettre d'en tenir compte d'abord, même s'il ne faut pas se leurrer, il n'est pas dit que tout ce que vous donnez comme proposition, ça devient des décisions pour vous. Ça serait, je crois, erroné. Mais nous pouvons au moins vous garantir que nous serons à votre écoute et nous tiendrons compte d'un certain nombre de vos suggestions. Donc cela, je pense que c'est important de le savoir. Parce que moi, je commence à avoir des débats que les uns les autres prennent, comme s'ils décidaient avec nous. Non, non. Nous avons une assemblée plénière chez nous, selon la loi. C'est l'assemblée plénière qui est l'organe de décision. Aussi, la CENI pense organiser d'abord les élections municipales, locales et urbaines, car celles-ci sont plus difficiles avec le nombre de circonscriptions électorales. La RDC a quitté 97 communes à 601 actuellement. Ce projet, nous ne l'avons pas élaboré comme ça au hasard. L'élaboration de ce projet a été précédée par des évaluations du processus électoral de 2006 et du processus électoral de 2011, par un diagnostic organisationnel et par un certain nombre d'autres évaluations. Et le diagnostic organisationnel a tenu compte aussi des différentes évaluations qui ont été faites par les uns et les autres, les experts nationaux et internationaux. La CENI, consciente de la tâche difficile à remplir, invite chacun à respecter la loi et surtout à accomplir correctement sa mission. Parlement, gouvernement, partis politiques et cours et tribunaux. Revenu hier vendredi à Kinshasa, lui, Alphonse Koyagalo, gouverneur de l'Équateur, a accordé sa première interview à Antenne A. Le gouverneur, revenant d'une longue convalescence, a remercié la population congolaise pour l'avoir soutenu dans les prières et les chefs de l'État pour son soutien général. Suivez les détails avec Solange Kwali, Sylvie Fortuné Mboula et Blaise Lunda. Il était 13h30 heure locale lorsque le régulier de la SAA en provenance d'Afrique du Sud a atterri à Kinshasa. À son bord, lui, Alphonse Koyagalo, le gouverneur de la province de l'Équateur, revient à Kinshasa après 6 mois de séjour médical passé au pays de Mandela. La grâce, c'est d'abord à Dieu qu'il le rend à travers le couple Olangui, ses parents spirituels. Ensuite, le remerciement au président de la République pour son soutien pendant le moment de la maladie. D'abord, le sentiment de reconnaissance vis-à-vis du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui a constaté la crise
a tout de suite demandé que je sois transféré là où je pouvais avoir des soins appropriés. Il a fait, j'ai lu en secret, et autant tous les membres de la famille lui en savent gré, parce que s'il n'y avait pas cette opération-là, je serais aujourd'hui 60 jours ou plus sous terre. Mais grâce à lui, cela a été évité. Je recevais régulièrement de courriers de Mbandaka, de la manifestation de, je dirais, manifestation de soutien, mais aussi de la population qui en avait marre, et qui tenait absolument à ce que leur gouverneur revienne. Les personnalités qui avaient fait le déplacement de l'aéroport international d'Ndjili n'ont pas manqué de dire un mot. Merci à Dieu pour le retour au pays et à la vie de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Équateur. Oui, je suis à la tête d'une équipe de députés provinciaux pour venir accueillir notre gouverneur. Après quelques temps de repos dans la capitale, le gouverneur Louis-Alphonse Koya Diallo compte très bientôt regagner Mbandaka, où la population l'attend avec impatience. Nous allons à présent nous rendre au Bandundu, précisément à Kingé, où le gouverneur Jean Kamissiendou a pris part à un atelier de décentralisation venu des différents territoires. Les fils et filles du Congo ont réfléchi sur le processus de décentralisation dans leur terroir et en République démocratique du Congo. Commentaire de Sylvie Mboula. Le district de Kwango est appelé à devenir une province selon la constitution du pays. Face à cette exigence constitutionnelle, le filles et fils du Kwango, sans distinction de parti politique, étaient réunis en atelier pour réfléchir sur le processus de décentralisation République démocratique du Congo. Un plan de développement de diagnostic des districts a été élaboré, ainsi que des orientations pour promouvoir une forte province du Kwango. Le gouverneur Jean Kamissiendou, qui a pris part à ces assises, invite les natifs à l'unité pour bien asseoir ces projets de décentralisation. Cet atelier, qui a réuni le fils du Congo, a connu le soutien de la coopération technique belge Prodec et Prodac. Du Bandundu des Kengé, nous allons partir à Beni. Là, nous sommes au nord Kivu, où depuis le début de la semaine, la population n'a pas d'eau potable, d'eau courante, je voulais dire. Elle s'est plainte et attend une solution immédiate pour régler ce problème indispensable à la survie et à la décence dans ces coins du pays. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Fiston Mahamba. Pénurie d'eau dans plusieurs quartiers de la ville d'Ebeni. Depuis le début du mois de février, plusieurs bornes et fontaines, principales sources de ravitaillement de la population d'Ebeni en eau potable, n'arrivent plus à desservir ses clients. Même constat du côté des abonnés de la régie des eaux. Durant plusieurs jours du mois de février, ils observent des coupures d'eau pendant de longues heures au robinet. Cette situation s'observe dans tous les quartiers des 4 communes de la ville d'Ebeni. La régie des eaux justifie ces déficits en fourniture d'eau par la saison sèche qui a causé la baisse du niveau de la rivière qui alimente les châteaux d'eau d'Ebeni. Toutefois, la régie des distributions d'eau précise que malgré cette baisse, son service met à la portée de ses abonnés la quantité disponible. La population qui recourt à l'eau des puits et des sources est interpellée par les services d'hygiène publique. Les médecins demandent aux habitants de n'utiliser que l'eau de la régie des eaux pour la boisson, de boire de l'eau en quantité suffisante et de donner du jus de fruits aux enfants pour éviter tout risque de déshydratation. Beni, Fiston Mahamba pour Antenne 1. De Beni, nous allons nous rendre à Butembo. Nous sommes toujours dans le nord Kivu. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un problème d'adduction d'eau potable, il s'agit plutôt d'un problème de religion. Des excommuniés de témoins de Jéhovah, dont une femme et 3 enfants, sont allés en justice pour atteinte à la liberté de la religion. Ils réclament que les instances judiciaires puissent surseoir à la procédure. Plus de détails avec notre correspondant à Butembo,
Merveille Kakoulé est joint au téléphone par Lucie Mahamba. En 2011, quelques témoins de Jéhovah sont excommuniés pour apostasie. L'interprétation de Ekorendier 4-6 est le poète de discorde des témoins de la congrégation de Butembo-Fourou. Mais les excommuniés ne se lassent pas et interjettent appel selon les normes de leur association. Jusqu'au 16 mars 2013, où quelques-uns d'entre eux sont arrêtés au cours d'une assemblée de district à Vicaï. Parmi eux, une femme, 3 enfants mineurs dont un bébé de 3 mois, passent 48 heures au cachot du commissariat de police de la commune de Moussoussa, ce qui les pousse à saisir le tribunal de paix pour arrestation arbitraire ayant pour fait d'enfreindre la liberté des cultes. Atteinte à la liberté des cultes est aussi ce qui est retenu contre les excommuniés, une dizaine, essentiellement constituée des familles entières, dans le cadre d'une procédure en cours au parquet de Butembo depuis l'an dernier. Les plaignants, les anciens et surveillants des circonscriptions des témoins de Jéhovah de Butembo. En saisissant le tribunal de paix, les excommuniés espèrent surseoir la procédure en cours au parquet et être réintégrés dans l'association des témoins de Jéhovah. Merveille Kakoulé Saïli-Boukou, Butembo, Antenne A. Panique à Kinshasa, il ne s'agit pas d'une affaire en justice, il s'agit plutôt du titre d'une bande dessinée, celle que vient d'éditer Asimba Bati, un BDiste connu ici en République démocratique du Congo, parce qu'il est d'ici, et la bande dessinée est sortie en Belgique tout récemment. Africa Mujinga la feuillette pour vous. La bande dessinée congolaise continue son parcours normalement dans le monde entier. Tel est le cas de Panique à Kinshasa, l'album solo BD du grand dessinateur congolais Asimba Bati, annoncé pour octobre 2013 et finalement sorti en ce mois de février en Belgique. Première œuvre des éditions du Crayon Noir, Panique à Kinshasa est un opus dont l'histoire est écrite d'une manière particulière autour du quotidien des Congolais dans une ambiance époustouflante, faite de belles couleurs, d'un bon scénario et des jolis dessins, exécuté de main de maître du coordonnateur de l'association des BDistes congolais Kinlabel, Asimba Bati. En séjour en Europe, l'auteur de l'album Panique à Kinshasa profite pour lever les drapeaux de la République démocratique du Congo par le truchement du 9e art qui s'exprime à travers la bande dessinée. Il faut noter tout de même que la dédicace est prévue pour les 7 au 8 mars à Bruxelles et l'auteur va participer du 14 au 15 mars au Festival de bande dessinée de Lille en France. En tout cas, jusque-là, l'œuvre de l'artiste se porte bien. Il ne reste plus qu'à lui souhaiter un bon parcours. Après Panique à Kinshasa, nous allons parler de Biliakinga Bikoki. Il s'agit tout simplement de l'intitulé du nouveau tableau de Chéri Samba, artiste peintre des grandes renommées. Il a présenté vendredi au CEPAS et il a été question pour les conférenciers de décortiquer le contenu de cette œuvre. Patrick Borel Mukendi, Damien Maungu. C'est devant une pléiade d'invités que les professeurs Laurent Kassongo-Songé et les directeurs du CEPAS, Pierre-Simon Mentena, ensemble décrypté les tableaux peints par Chéri Samba, intitulés Biliakinga Bikoki, c'est-à-dire Mon sort incellé. Ce tableau présente un homme fuyant un lion aux prises à un boa et menacé dans l'onde par un crocodile. Quel message contient ce tableau de l'artiste Chéri Samba? Le professeur Songé répond. On ne s'engagera pas n'importe comment dans une opération qui peut déboucher malheureusement sur du danger quand on n'a pas veillé au grain. Par exemple, il y a une multiplicité de sens qu'on peut dégager de la peinture Biliakinga Bikoki, parce que forcément la polysémie de toute œuvre d'art est telle que ce que je viens de dire, ce n'était qu'une partie. Sur le plan sociopolitique, que peut-on comprendre? Dans le cas précis du Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo, c'est que pendant un certain temps, le Zaïre, le Congo-Kinshasa, a composé parfois avec des gens qui étaient de véritables pêcheurs en eau trouble, crocodiles, caïmans, ou des gens qui se réservaient la part du lion en faisant signer des contrats léonins à notre pays. Mais aussi, il s'est rencontré que le Zaïre, le Congo-Kinshasa, l'actuel RDC, s'est mis en relation avec des gens qui étaient tortueux comme les serpents.
Une deuxième rencontre est prévue le 1er mars. Elle connaîtra la participation des hommes politiques de la RDE Congo. Nous vous l'annoncions aussi en sommaire ce dimanche en République démocratique du Congo. Ça sera les chocs des titans dans la Ligue nationale de football à Kinshasa. DSMP croise le fer avec V-Club et à Lubumbashi. Tout-puissant Mazembe va rencontrer Saint-Éloi Lupopo. Analyse des forces en présence avec Ndaye Ilambuchi. L'acte 2 du derby quinois de la Ligue nationale de football se joue ce dimanche 23 février au stade Tata Raphaël de la Quetul, qui 20 ans après retrouve la saveur de cette affiche tellement adulée par le public quinois. L'AS Vita Club DSMP, c'est le derby que propose la Ligue nationale de football dans le groupe B. Pour l'affiche de ce dimanche, les Banaveya partent avec un léger avantage. Qualifié pour les 16e de finale à l'issue de la double confrontation face à Kano Pilax du Nigeria, Flora Ibenge Ikwange dispose dans sa main de plusieurs cartouches. Hervé Lomboto, très rassurant au perche, Dido Bafola, Thierry Kasereka, Mampouya et Bunga seront à la défense. Au milieu du terrain, les Mamabidi, Munganga, Gilou Sadissou pour alimenter les trios d'attaque composés de Nzinga Hervé Louvumbu, Firme Mumbele et de Tadi Agiti et Tekiama. Deuxième au classement provisoire dans son groupe avec 3 matchs, témoins. Les Moscovites tiennent automatiquement à engager les points pour se maintenir en pole position. De l'autre côté, les Dinclemonté Mapembe, minés par une guerre facticide en son sein, les DSMP cherchent où trouver les saluts. Sûrement ce salut viendra de Lazar Milosevic qui succède à Medar Lusadoussou. C'est après avoir dirigé les Dinclemonté Mapembe, les DSMP qui enregistrent en son sein les retours de quelques grands noms tels Lofo Bongeli et Bengo Yema, Bokungu ainsi que Ravier Bessala. 4e au classement, les Dinclemonté Mapembe tient Mordicus a gagné ses 3 points en vue de s'effrayer un chemin pour les playoffs. En dehors du classico quinois, une autre belle affiche s'annonce au stade Kibasa Maliba de la commune de la Kenya. L'international Saint-Éloi Lupopo, 2e au classement dans les groupes A, accueille les Corbeaux de TP Mazembe, solide leader avec 24 points. Lors du match aller, le noir et blanc s'était imposé sur la petite note d'1-0. Pour la rencontre de ce dimanche, des bookmakers accordent un léger avantage aux Corbeaux, bien qu'il ait enregistré une victoire et un nul lors de son passage à Kisangani. Pour ces matchs, Patrice Carteron fera une fois de plus confiance à ses nombreux cadres, comme Robert Kiliaba, Kasusula Kilicho, Kulu Kutamiala, Joël Kimwaki en défense, Ilongo Ngassania, Jackson Awako et Sami Adjei au milieu. En attaque, on retrouvera Salomon Asante, Bwana Ali Samanta, Glenn Ford Kalaba. En l'absence de Trésor Poutumabi, parti en Angola, le coach de Badiangwena va tout tenter de prendre le 3 précieux points face à Lupopo qui a le vent en poupe en raison de ses victoires engrangées ces derniers temps. Le Lumpa qui auront l'amabilité de recevoir dans leur temple d'Ikibasa, tiennent Mordicus à battre le tout-puissant Mazembe pour se classer en ordre utile. Lupopo Mazembe, une rencontre de haute facture qui sent d'ores et déjà la poutre. Bien entendu, vous aurez les résultats de cette confrontation, cette double confrontation demain dans notre grande édition d'actualité. Merci de l'attention que vous nous avez accordée au nom du chef d'édition, Papi Katassi. Je vous remercie et je vous fixe rendez-vous demain 19h, probablement avec José Monsangana.